En effet. Et salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le podcast officiel des Cahiers du Catch. Vous l'écoutez ou vous le regardez même, si la vidéo a fonctionné. Ici, toutes les semaines, on décortique l'émission phare de la WWE Monday Night Raw. Et pour m'accompagner ce soir, moi je suis Ringside, l'affreux Ringside, et avec moi l'incroyable Hank. Comment vas-tu, Hank ? Bonjour à tous, et je suis le réalisateur casse-cou de la journée. Si vous ne voyez pas de vidéo dans ces podcasts, c'est une nouvelle fois de ma faute. Voilà, encore un échec. C'est un nouvel échec cuisant. Voilà, on peut pas gagner à tous les coups. Alors, on va attaquer le morceau. Donc c'est l'Euro du 19 juin, qui se passe à Evansville, je crois. Je suis pas sûr, mais de toute façon, c'est un public de merde. Alors, au programme de ce soir, on va nous révéler enfin qui attaquait Enzo et Cass. On aura les projets du beau Roman Reigns pour SummerSlam, et on aura encore plein d'autres choses. Mais on va pas faire ça chronologiquement, on va commencer par quelque chose qui n'était pas le meilleur truc de la soirée. La promotion du jeu vidéo WWE 2K18 qui implique Seth Rollins. Seth Rollins qui débarque au ring, c'est lui qui aura le droit d'être sur la pochette. Donc il explique qu'il est content, il pleure encore sur sa carrière, sur son accord avec Triple H qu'il avait eu il y a des années, qui lui avait permis d'atteindre le sommet, mais finalement il pouvait pas se regarder dans le miroir. Mais il y a eu un truc magique qui s'est passé. Vous, le pub, vous, le public, vous m'avez donné une deuxième chance. Donc cette pochette, c'est notre pochette, et oui, c'est pas que celle de ce bon Rollins. Be like no one, c'est un peu le concept du jeu, c'est cette petite phrase de promo. C'est awesome, comme il dit, parce qu'on fait tous des erreurs, mais ça ne nous définit pas. On choisit qui on est. Voilà, tout ça est très ennuyeux. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. Voilà, exactement. Que de poésie en un segment. Bray Wyatt interrompt tout ça. Il est sur le Titantron. Il nous fait un petit discours mystique dont il a le secret. Il nous dit que non, Seth Rollins, ce n'est pas cet homme-là, c'est autre chose. Blablabla, blablabla. Bon. Au final, Seth Rollins dit qu'il n'est pas l'homme dont on parle, dont parle Bray Wyatt. Il est the man, l'homme avec un grand H. Voilà. Donc tout le monde sait, tous ceux qui connaissent Rollins savent qu'il est content d'être là. Par contre, les gens qui se prennent pour Dieu, ça c'est des gens qui ont peur. Voilà, ça c'en est trop pour Bray Wyatt, qui dit qu'il va y avoir une punition. La punition, c'est maintenant. Il débarque au ring. Et il se mange un crossbody depuis la troisième corde de Rollins. Rollins qui retourne dans les vestiaires. Il y a eu un petit télescopage de tête. Il s'est ouvert la pommette. Il saigne beaucoup, Seth Rollins. Mais c'est pas grave. Il sort vainqueur de cette petite confrontation. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, mon bon Hank ? Eh ben moi je m'en fous parce que Rollins il est sur la coupe de WWE 17 ou 18, je sais plus. À chaque fois 18, on en a oui, non, ils ont une année d'avance à chaque fois. C'était pas très intéressant, mais bon, le seul truc qui est un peu bête, c'est d'avoir mis ce slogan sur le jeu Be like no one. Et d'avoir fait ce trailer, d'ailleurs on n'en a pas parlé là, mais ce trailer, si je regarde à droite, si la vidéo fonctionne et que je regarde à droite pendant ce podcast, c'est parce que Ringside se situe à ma droite. Donc bref, donc j'allais dire, dans ce trailer en fait, on a un mec masqué, une sorte de petites frappes malfrats avec un foulard un foulard ou un bonnet sur la tête, qui lui cache le visage, et donc du coup il fracasse un musée en fait où se situent toutes les reliques des plus grandes stars de la WWE. On a Ric Flair, enfin on a des objets appartenant à Ric Flair, le masque de Triple H, du King, tout ça. Et donc à la fin en fait ce malfrat sort du musée, puis tout explose.
c'est la folie. Et il enlève son masque et c'est bien sûr Seth Rollins. Donc c'est Seth Rollins qui vient de détruire un petit peu tout l'héritage de la WWE. Du coup c'est pas très gentil quoi comme action. Et le Be Like No One du coup c'est être différent de tout le monde. Et sa promo s'orientait sur le fait que finalement cette couverture c'est celle de tout le monde parce que moi je suis avec vous machin, donc du coup c'était pas trop Be Like No One. Donc voilà, c'était un peu c'était pas très réfléchi, mais une fois de plus à la WWE, il y a jamais un mec qui est là pour regarder le segment en entier ou pour lire le segment en entier et pour savoir si du point A au point C ou D tout correspond. Mais donc voilà, Bray Wyatt, et écoute mec, je crois que c'est toute ta vie, hein, ça va être comme ça toute ta vie. Tu vas avoir des feuds contre des gens brillants, des gens qui gagnent beaucoup d'argent, et tu vas perdre contre eux. Parce que t'es brillant, mais t'auras jamais beaucoup d'argent. Mais c'est ça. Non mais c'est déjà une belle carrière quand même. Mais voilà, c'est déjà une belle carrière parce que finalement t'es dans l'espèce de comment le purgatoire entre la mid-card et les top stars, l'endroit où finalement t'as pas le droit de gagner, mais tout le monde t'adore quand même. C'est vrai. Donc voilà. Parce que t'as une belle entrée. Voilà. Donc souvenez-vous que vous êtes unique, comme tout le monde. Voilà, oui, donc Bray Wyatt, Seth Rollins, le miracle ne se fera pas. Hein. C'est les deux plus mauvais bookés du roster. Quand on les mélange ensemble, ça donne une histoire qui a très très peu d'intérêt. Au moins, ça nous dit que la WWE considère toujours Rollins comme une top star, ce dont on pourrait douter de temps en temps. C'est vrai. Parce que voilà, il a pas de feu pour des. Enfin. Il arrive jamais très proche de la ceinture. Là, ça fait très longtemps qu'on l'écarte vraiment du titre. Allez, on va avancer. On va parler d'un autre truc qui était pas glorieux. C'était les filles. Sasha Banks affronte Nia Jax. Allez, Sasha Banks contre Nia Jax, comme ça. Il y a la petite Miss Bliss, la championne, qui arrive et qui vient s'incruster dans les commentaires. Donc on voit pas trop le match, hein. On voit plus Alexa Bliss. C'est surtout qu'il y a Emma qui débarque en plus, hein, derrière. Elle est fâchée de ce qui s'est passé la semaine dernière parce que Alexa Bliss l'avait abandonnée pendant le match qui avait eu lieu où elles étaient en équipe contre les gentils contre les méchantes, quoi. Donc ça monte dans le ring, ça se bagarre. Là-dessus, il y a Mickie James et Miss Piggy qui arrivent. Ça continue à se battre dans tous les sens. Et au final, il y a Bayley qui arrive et qui fait le ménage. Voilà, est-ce qu'on va arriver à sauver le soldat Bayley? Est-ce qu'on aurait pu se passer de cette séquence? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Directeur, Oliver Stone. Je suis en train de faire de la réalisation en direct, mesdames et messieurs. Incroyable. Je suis en train de mettre la caméra juste au-dessus de Ringside pour pouvoir le regarder dans les yeux pour cette réponse. C'est pas très bien cadré. Voilà, on voit du bordel chez moi. Donc, tu me disais mon avis sur ce match ou sur ce segment en général? Ouais, est-ce que tu as quelque chose à dire ou est-ce qu'on peut sauver le soldat Bayley? C'est ça que je veux dire, vu qu'ils l'ont enterré complètement la semaine dernière avec cette promo affreuse. Est-ce qu'il y a encore une chance qu'on s'en sorte avec elle, avec cette petite démonstration de force là qu'elle nous a donnée cette semaine? Il va falloir qu'ils se décident sur ce qu'ils font avec les filles en fait, avant qu'on sache ça, parce que on sait pas vraiment ce qui se passe. Je pense qu'ils savent pas non plus. Hein. Ouais, voilà, tout le monde est là, tout le monde se fout des points. Ça a pas vraiment de sens que les gens arrivent comme ça d'ailleurs dans le match. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment bon allez, on voit déjà les gars derrière le Titantron taper sur l'épaule de chaque fille et faire c'est à toi, c'est à toi, go. Et donc voilà, Bayley elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Parce que voilà, il y avait déjà une embrouille qui avait vaguement un prétexte, vu que il y a cette embrouille entre Nia Jax, Alexa Bliss, le coup du match de la semaine dernière où du coup Alexa Bliss est partie. Mais donc voilà, ouais, on sait pas où ils veulent en venir.
Ça commence à être inquiétant pour le pay-per-view, pour savoir pour deviner ce qu'ils vont faire pour le pay-per-view, parce que si ça continue comme ça, avec des matchs un peu random entre tel et tel, on va avoir je sais pas moi, un Fatal 5, Fatal 6 Way. Je sais pas comment ils peuvent faire un match pour le titre avec ce qu'ils sont en train de raconter pour l'instant. Il y a pas de challenger à part Nia Jax qui est un peu au-dessus. Je veux dire au niveau kayfabe, il y a pas de vraie challengeuse pour l'instant. Donc Il n'y a pas vraiment d'histoire construite. Hein. Est-ce qu'on va avoir une revanche Bayley encore une fois contre Alexa Bliss? On ne sait pas. Et le reste, tout ça est bien brouillon. Bon, on verra, on en saura sûrement plus quand ils seront décidés à savoir ce qu'ils vont faire. Parlons un peu tag team. Ce soir, les Hardy Boys affrontent Gallows et Anderson. Ouais. Donc ça sous le regard amusé de Sheamus et Cesaro, qui sont dans les coulisses, qui regardent ça sur un écran. Sheamus et Cesaro qui sont les champions, je vous rappelle, des tag teams. Donc c'est Jeff Hardy qui est l'homme en péril au début du match. Il est malmené par le club pendant plusieurs minutes, mais le tag est réussi après un Whisper in the Wind sur les deux crânes chauves. Matt survit un peu plus tard à un Boots of Doom, et au final un blind tag permet aux Hardy de gagner avec un enchaînement Twist of Fate de Matt et Swanton Bomb de Jeff. Voilà, petit match. On va passer à la fin. Il y avait aussi un affrontement entre Cesaro et la Titus Brand, Titus O'Neil et Apollo fucking Crews. Un match très rapide qui est gagné par les champions. C'était les Hardy qui regardaient le match de leur côté sur un écran. Oui. Rien de bien nouveau. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus? J'aime bien le fait que dans ce match, même s'il était court entre la Titus Brand et Sheamus et Cesaro, on a quand même eu une bonne séquence de Titus O'Neil et Cruz un peu moins, mais Titus O'Neil j'ai trouvé plutôt impressionnant contre Cesaro. Il était correct, c'était pas on n'a rien vu de vraiment nouveau de sa part, mais ce que je veux dire c'est que c'était plutôt correct, et je trouve qu'ils sont vraiment sur un bon chemin avec la Titus Brand. C'est là ils sont en train de les builder, enfin d'investir un petit peu, même s'ils ont perdu, enfin de les montrer, ils n'ont pas été jobés, de les montrer comme une tag team qu'on va commencer à prendre au sérieux. Et ça c'est bien. Je suis content pour Cruz. On va revenir effectivement sur la Titus Brand, parce qu'on va parler des cruisers, où la Titus Brand a une part importante désormais. Je voulais juste dire que on avait aussi une belle mise en valeur du club de Anderson et Gallows qui avait fait un joli match face au Hardy. Voilà, c'était plutôt des jolis matchs dans l'ensemble. Après ils perdent toutes les semaines quand même. Ouais, mais un petit déroulé quand même, ça fait pas de mal, surtout qu'ils perdent sur un blind tag, donc quelque part, c'est pas vraiment une défaite trop déshonorante, mais au moins ils ont déroulé un petit peu, c'était sympa. Voilà, mais bon, pas grand chose de spécial cette semaine chez les tag teams. Alors, on va rester autour de Titus O'Neil, mais en parlant des cruisers, bizarrement, puisque ce soir on a un match entre Akira Tozawa et TJP. Akira Tozawa, donc, qui est un petit peu en vue pour la Titus Brand. Et d'ailleurs, Titus O'Neil débarque, il vient hyper le match, il va nous faire la présentation au micro de chacun des adversaires en mettant bien l'appui sur Akira Tozawa. Neville, le roi Neville, le champion des cruisers, débarque évidemment au milieu du match. Il vient un petit peu parler au micro des commentateurs, mais il nous explique qu'il n'est pas là pour commenter. Il vient surtout surveiller Tozawa, là, qui a un œil sur la ceinture des cruisers, et il va s'installer dans son fauteuil, affalé, tel un roi bien démoniaque.
Tozawa gagne le match. Le match est bien enlevé, ça saute dans tous les sens. TJP fait un beau déroulé aussi de son côté. Et Titus nous annonce du coup que ce soir il va avec Apollo Crews affronter Cesaro, mais ça on en a déjà parlé. Neville intervient et met en garde Tozawa. Il explique qu'il faut faire attention à ce qu'on veut dans la vie. Il va perdre l'occasion de plier le genou face à Tozawa et gagner le droit de se faire annihiler s'il continue là sur cette direction à vouloir affronter le champion. Mais c'est Titus qui reprend le micro et qui met en avant Tozawa en expliquant qu'il n'aura pas de mal à se débarrasser de Neville et à devenir le futur champion des cruisers. Voilà, Titus Sony qui se mêle des cruisers. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te plaît? Ouais, non, mais c'est aussi un bon angle. En fait, je trouve ça même assez original dans le sens où c'est un manager inter-ceinture en fait. Il est manager pour des mecs qui ont des objectifs qui sont vraiment séparés et qui sont pas contradictoires du coup. On n'imagine pas de tension entre ce que veut Tozawa et ce que veut Apollo Crews. Donc du coup, ouais, je trouve ça vraiment, je trouve qu'ils ont mis du temps, mais je trouve ça vraiment bien construit pour l'instant. Je suis intéressé et j'aime bien le côté. Alors, souvent je me plains que tel mec telle attitude est pas assez clairement heel ou clairement face, etc. Mais bizarrement, je trouve un certain charme à la Titus brand, qui est du coup une espèce de c'est un peu un coach de vie, c'est plus un coach de vie qu'autre chose. Et il a un côté genre la win. Si tu peux tricher, triche. Voilà. mais voilà, il est. En fait, c'est un babyface avec un soupçon de tricherie, enfin de filouterie et j'aime bien ce côté-là. Ouais, c'est sûrement ce qui est le plus intéressant pour les cruisers depuis un moment. Il faut, je pense que ça y est, il faut mélanger un peu les cruisers avec le reste du roster parce que clairement ça donne rien, ce qu'ils ont fait depuis ces 8 mois, je crois. Ça pousse les gens, ouais, et du coup ça pousse les gens parce que Titus a une bonne pop ces derniers temps. Donc du coup ça pousse les gens aussi à suivre, genre Titus il s'occupe aussi de Tozawa, donc les gens, je pense que ça c'est un des trucs qui va le plus les intéresser aux cruisers, parmi tous les trucs qu'on puisse passer cette année, c'est un des meilleurs trucs qui se passe pour intéresser les gens aux cruisers, quoi. Donc c'est parce que dès qu'ils mettent les cordes violettes, maintenant les gens ils se taisent, je pense qu'ils vont chercher les boissons, on voit que ça intéresse pas du tout le public de Raw, ces matchs de cruiser, même si ça peut être joli de temps en temps. Là le match était plutôt bien troussé, c'est pas toujours le cas, mais là ce soir c'était bien troussé, mais ça enlevait pas trop le public. Il a fallu que Titus arrive pour que ça se réveille un petit peu, et voilà, c'est un échec complet, les cruisers, donc c'est pas plus mal s'ils commencent un peu à sortir un peu de leur ghetto. Voilà, j'espère que on va continuer sur cette voie, que c'est pas juste parce que Tozawa il est peut-être mauvais au micro et qu'il a besoin de quelqu'un par là à sa place. Et puis ils ont trouvé une solution pour Neville, quoi, parce que il y a quelques semaines on se disait Neville il a battu tout le monde, difficile de trouver un mec crédible en face. Et là, au fil des semaines, ils essaient de monter Tozawa et ça marche plutôt bien. Ouais, la seule solution, je vois, c'est de faire monter Gargano, mais je sais pas, ça n'a pas l'air d'être un truc qu'ils ont l'intention de faire rapidement, donc pour l'instant, on va partir sur Tozawa. Je vois mal décrocher le titre, mais au moins on a au moins un truc qui bouge un petit peu. On espère que ça restera là-dessus et que ça va pas se terminer à 205 Live. Voilà. Regardez 205 Live. 205 Live, voilà. Si vous voir la finale. Ouais, non. Échec complet de ces cruisers. Mais c'est bien, Titus va sauver les cruisers. Si on m'avait dit que je dirais ça un jour. Bon. Who wants to walk with Elias? Moi. Qui c'est qui aime la guitare? Elias Sanson.
le drifter, qui est sur le ring et qui va nous chanter la sérénade. Alors, il nous fait une petite confession. Quand son père lui a offert sa guitare, son père lui a dit qu'il pourrait raconter le monde via sa guitare et qu'il pourrait aller où il veut. Bien sûr, son père s'imaginait pas qu'il débarquerait à Evansville, là, un trou paumé, complètement crasseux. Donc il va commencer à jouer de son instrument, mais apparemment sa guitare ne sonne pas juste, donc il doit l'accorder, donc il va encore prendre un petit peu de temps pour accorder sa guitare, ce qui va énerver encore plus le public, parce qu'il leur demande quand même de faire encore pendant qu'il essaye de il désaccorde sa guitare pour l'accorder en fait. Voilà. Encore mieux. Voilà, le public est furieux et une musique retentit, c'est celle de Finn Balor, le Demon King, qui débarque. Petite confrontation, les yeux dans les yeux. Le drifter met sa guitare sur l'épaule, il s'en va. Préfère battre en retraite. Ce soir, Finn Balor affronte Bo Dallas, le revenant. L'homme qui veut qu'on bolive, hein. Je sais pas si vous vous souvenez de Bo Dallas. Bo Dallas attaque avant que la cloche sonne, ce qui lui donne l'avantage. Alors on va s'exporter à l'extérieur du ring. Il y a un violent running knee de Bo Dallas sur Finn Balor qui écrase le Demon King sur la barricade. On revient dans le ring. Balor réussit à contrer Bo avec un pelé kick. One leg stomp en prenant appui sur les cordes de Finn Balor. Là, c'est son nouveau mouvement où il rebondit sur les cordes pour écraser la tête de ses adversaires, mais ça fonctionne moins bien que ce qu'il espérait, donc je pense qu'il ne le fera plus. Penalty kick à l'extérieur du ring là, qui explose la tête de Bo Dallas. On l'envoie encore dans les barricades, hein, c'est le karma ça qui veut ça. On le remet dans le ring, shotgun drop kick, coup de grâce, victoire de Balor évidemment. Un peu plus tard dans l'émission, Balor est interviewé, on lui demande un peu son avis sur un match qui va se dérouler, dont on vous parlera un petit peu plus tard. Et là, il se fait attaquer dans le dos, c'est la vengeance du drifter. Il n'est pas très content qu'on l'ait interrompu. Il explose Finn Balor, le met à terre. Il lui dit écoute, c'est la dernière fois que tu m'interromps quand je vais chanter mes chansons. Et là, on voit Devon Dudley qui débarque et qui sépare un peu le drifter qui essaie de le faire fuir. Enfin, qui vient surtout au chevet de Balor. Donc voilà, une intrigue qui se tisse, là, une rivalité qui est en train de se construire. Finn Balor contre Samson. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce qui était le pire pour Finn Balor? Est-ce que c'était une rivalité contre Bray Wyatt, qui lui avait été promise et qui n'a pas eu lieu? Ou alors une rivalité contre Samson, qui fait des matchs de 3 minutes depuis qu'il est là, mais qui est très amusant en dehors des matchs. J'attends de voir. J'attends de voir. C'est mieux que s'il nous faisait un truc artificiel auquel on. Enfin, au moins c'est inédit quoi. Donc c'est déjà ça et pourquoi pas. Et moi je suis favorable à voir si Samson est capable de faire un match de 10 minutes. Bah oui, il va falloir qu'il y aille quand même. Hein. Ouais, parce que il va falloir qu'il nous sorte un vrai match à un moment donné. Ouais. Et il en a pas fait à NXT non plus, donc. Ouais, ça n'a jamais été très convaincant. Si, peut-être en tag team, il a fait des matchs un peu plus longs, mais voilà, il foutait rien. Hein, c'est. Ouais, il est assez limité. C'est un catcher heel, voilà, qui fait des headlocks. Des cordes à linge, des coups de pied. Insupportable, les headlock heel qui durent 2 minutes. C'est ça. Mais on va pas l'enterrer trop vite parce que ça fonctionne bien quand même avec le public. Les gens le détestent. Ça lui crache dessus. C'est le moment pour lui de muscler son jeu. C'est ça. De montrer qu'il a autre chose que les 2-3 moves qu'il fait habituellement. Quitte à pas forcément, je demande pas qu'ils deviennent techniques, quoi, mais qu'ils deviennent plus agressifs et surprenants. Exactement. Bon, bah c'est un programme qui démarre, voilà. On en une idée originale. Un peu plus loin. Ça peut donner un match qui est plutôt pas mal, hein, ouais. Parce que il peut faire le match tout seul, hein, Finn Balor, c'est pas grave ça. Kick. Sling blade. Kick. Ah ouais, il a fait un sling blade aussi pendant le match, j'ai oublié de le dire. Allez, on va s'orienter vers le titre intercontinental.
On est dans les vestiaires. Curtis Axel console Bo Dallas de sa défaite et le Miz débarque. Il les traite de losers un petit peu les deux. Qu'est-ce que vous faites, vous en êtes dans votre carrière, il serait peut-être temps de rebondir. Et il leur propose de rejoindre, de devenir l'entourage du Miz. De le rejoindre. Ils sont perplexes un peu, Bo Dallas et Curtis Axel. Mais ce soir, il a autre chose à faire, le Miz, puisqu'il y a un Miz TV assez spécial. Puisque c'est Maryse, l'invité de Miz TV. C'est les excuses du Miz en fait. Il invite Maryse pour s'excuser. Il a mis les petits plats dans les grands. On n'a pas un ours, on a 2 ours. Et on a un cadeau géant où on se demande bien ce qu'il peut y avoir dedans. Il nous rappelle quand même que la semaine dernière, il a accidentellement télescopé Maryse qui est tombée sur les fesses. Il s'est fait mal. Il explique qu'il est là, ils sont contents, ils regardent, il y a 2 ours, il y a l'ours du Miz, il y a l'ours de Maryse, ouvre le paquet cadeau aussi, regarde, c'est la pendule de grand-père, il l'a réparée, il a utilisé ses nuits passées sur le canapé comme il était puni. Alors, en fait, elle est dans le garage, réparer la pendule. Elle est tellement forte cette anecdote. Il a regardé des vidéos YouTube. Ouais, des vidéos YouTube pour l'apprendre à réparer la pendule, des tutos. Il explique que Ambrose est jaloux de leur couple, jaloux de leur amour, c'est pour ça qu'il fait tout pour les détruire. C'est une grande déclaration d'amour. Il explique qu'il ne la mettra plus jamais en danger. Maryse succombe, elle lui pardonne, elle lui fait un bisou. Une musique retentit, Dean Ambrose débarque avec son vieux bruit de tondeuse à gazon. Ce salaud de Dean Ambrose qui monte dans le ring et il s'approche du Miz. Le Miz réflexe. Le bon vieux réflexe, il prend Maryse, il s'en sert comme bouclier. Elle se renverse du champagne dessus. Elle est outrée. C'en est trop. Elle le gifle. Elle s'en va. Le Miz, il esquive de justesse un Dirty Deeds parce qu'il essaie de la rattraper. Il se retourne et Ambrose est là pour l'attaquer. De justesse, il esquive le Dirty Deeds. Il tente aussi une attaque juste avant pour assommer Ambrose, mais il s'explose sur la pendule comme un moins que rien. La pendule est explosée. C'est la honte complète pour le Miz qui bat en retraite. Donc là, Ambrose reste au milieu du ring. Il se pavane avec ses nouveaux amis les ours. Des nouveaux amis, pas tant que ça. Il se fait attaquer par les 2 ours. Et oui, il se fait laminer, mettre à terre, des coups de poing, des coups de pied. Ça s'acharne sur Ambrose. On tombe les masques. Bo Dallas, Curtis Axel. Et oui, ils ont accepté l'invitation du Miz. C'est eux l'entourage du Miz. Tout est bon pour terminer Ambrose. C'est ça. Ambrose est à terre. Ce bon vieux Miz remonte dans le ring et il place son Skull Crushing Finale. Et les voilà, les 3 à l'unisson. Bo Dallas, Curtis Axel, le Miz. Une nouvelle alliance. Qu'est-ce que tu as pensé de ce segment? Dean Ambrose. Enculé. Je tuerai un jour. Ah putain. Si on enlevait, t'imagines, genre tout ce segment, si on enlevait juste le moment où le Miz utilise Maryse pour se protéger. C'était un segment où tu pouvais pas faire autre chose que faire oh mais ce couple ils sont trop mignons. Ils sont trop... C'est sûr, exactement. C'est Roman Reigns contre Lana et Rusev all over again. Non, mais c'est ça m'a fait penser à la même chose, je suis tout à fait d'accord. T'es dépité pour le Miz, t'es dépité pour ce couple là qui est parasité par ce salaud d'Ambrose. Ouais, c'est ce connard là qui se tape Renee Young, enculé. En plus, le crasseux là qui vient en Marcel, non mais franchement, pas rasé, rien du tout. Et ouais, l'embêtant c'est qu'en fait le segment il était le segment était super fun jusqu'à quand il se protège avec Maryse. Aussi on voit sur le ralenti, c'est très drôle. Il y a Maryse donc du coup Miz qui utilise Maryse et Maryse en fait qui devait avoir oublié de positionner le verre de champagne et juste au moment où elle le chope, elle positionne le verre de champagne pour bien s'en mettre sur la gueule. Elle fait un moulinet du bras qui est assez... mais donc le segment est très 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 bon, mais c'est juste qu'en fait on commence à avoir un schéma de segment où à chaque fois le Miz fait un très bon segment, Dean Ambrose arrive
et le segment devient le segment devient mauvais. Non mais c'est pas le retournement final sauve le truc un petit peu. Oui voilà, mais non, enfin on devrait pas dire ça parce que c'est censé être on est censé être pour les gentils tout ça machin. Mais Dean Ambrose finalement c'est juste dans cette histoire c'est juste un casse-couille qui en effet peut pas supporter le bonheur du Miz parce que on voit pas pourquoi il va les interrompre là. Il a pas insulté Miz a pas su insulter Ambrose dans son segment. Tout ce qu'il a dit c'est que oui bon il était envieux tout ça mais bon c'est pas une insulte extrême et finalement moi c'est à la fin du segment bon il y a ce truc avec Maryse où oui il utilise Maryse et là c'est vraiment un geste de connard mais si on enlève juste ce truc-là du segment, pour moi, le connard, c'est Ambrose. Donc ouais, c'est un peu bête. Et du coup, voilà, ouais, Ambrose, ça fait vraiment genre le célibataire aigri qui vient, qui vient leur péter les couilles. Alors que le mec, il a passé son week-end à réparer une horloge. C'est ça, c'est sacrifié ce pauvre. Je veux bien qu'on le prenne pour un heal parce qu'il utilise sa femme pour se protéger, mais quand même, le gars il a réparé une horloge et il l'a upgradé. L'horloge au départ, je sais plus, c'était un truc de 1 mètre de haut et tout ça. Le gars il en a fait une horloge de 3 mètres. Mais c'est beau quoi. Comment vous pouvez pas aimer un mec comme ça? On voit qu'ils sont vraiment amoureux quoi. On voit que c'est pas du chiquet, c'est. Ouais. Voilà, ça fait plaisir de voir un couple comme ça, l'amour. Mais non, c'est les heels, donc forcément, on est censé les détester, mais ça fonctionne pas trop. Mais en même temps, c'est une rivalité qui dure depuis tellement longtemps et on arrive quand même à avoir des segments comme ça qui restent divertissants. On ajoute Curtis Axel et Bo Dallas dans l'histoire, ça renouvelle un peu le truc. L'embêtant, c'est que c'est vraiment le Miz qui fait tout, quoi. Ah bah ouais, ça c'est souvent. C'est pas Ambrose, il fait rien dans cette rivalité à part venir à la fin des segments et casser les couilles. Mais sinon ouais, c'est le Miz qui fait tout. Et ce qui est triste, c'est que le Miz fait tout et que je suis persuadé qu'ils vont encore nous mettre un run de Ambrose en champion. J'en suis quasiment persuadé parce que c'est toujours enfin c'est très très rare qu'ils finissent les rivalités avec un heel dominant. Ouais, mais alors maintenant qu'il a un entourage, le Miz, il va être difficilement prenable. Hein. Je suis pas sûr que Ambrose va réussir à faire quoi que ce soit pour récupérer la ceinture. Oui, mais on aura avec un clan derrière lui, le Miz, il va être costaud hein, quand même. Hein. Ouais, mais c'est juste que ça va durer plus longtemps. On aura un match je sais pas comment dire, enfin pas no DQ, mais un match 100 personnes ringside et machin. Enfin, s'il compte arrêter la rivalité un jour. Parce que ouais, c'est vrai pour l'instant, c'est du non-stop depuis plus d'1 an. Longtemps. Ouais, voilà, donc encore un segment plutôt réussi, même si on était vraiment attristé pour le Miz quand même. Quand il rentre dans la pendule comme ça et qu'il se vautre, on se dit mais c'est pas possible, ils vont tout lui faire subir à celui-là. Voilà, allez, quittons le titre intercontinental. On va vers un gros morceau. C'est ce qui a ouvert le show. Retour dans le passé. C'est Roman Reigns qui débarque et qui vient nous raconter un peu ce dont il a comme projet pour SummerSlam. Il a un nouveau t-shirt. Il explique qu'il est imbattable en 1 contre 1, hein, quoi qu'il se passe. Il nous rappelle qu'il a main eventé 3 fois WrestleMania maintenant. Je suis booké comme un beau gosse. C'est ça. La dernière fois, il a envoyé le Taker à la retraite. Il y a un respect mutuel qui s'est instauré entre les deux superstars. J'adore, il dit ça. Je vous jure. On se respecte. On est potes. On a bu une bière il y a pas si longtemps. Il se fiche de qui c'est qui gagnera à Great Balls of Fire entre Lesnar et Samoa Joe. Plutôt entre Lesnar avec un sourire. Lesnar. Et ce type qui s'appelle Joe. Pas Samoa Joe, c'est juste Joe. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est lui le first contender pour l'Universal Championship. C'est son yard, hein, c'est son terrain de jeu. Il fait la loi. C'est lui qui fait la loi ici. Hein, on se souvient qu'il bookait ses matchs tout seul il n'y a pas si longtemps. Ben maintenant, il officialise. C'est lui le patron. Ouais. C'est lui qui dit ce qui se passe. Et là-dessus, une musique retentit. Beaucoup de musique qui retentit ce soir. Cette fois-ci, c'est celle de Samoa Joe. C'est l'aspirant numéro 1 pour le titre universel qui arrive.
Il explique que lui, il est pas dans la liste des mecs battus par Roman Reigns, hein, parce que Roman Reigns avait sorti une petite liste des gens qu'il avait battus en 1 contre 1. C'est lui le vrai first contender, et puis c'est lui le prochain champion universal. Hein. Il va faire qu'une bouchée de Brock Lesnar. Alors Reigns il rétorque pour une fois il est d'accord avec Paul Heyman, ce qui arrive rarement. Joe il sera jamais Samoa Joe, pour lui ce sera toujours Just Joe, hein, comme il l'a dit plus tôt. Ça plaît pas, Samoa Joe qui lui met un coup de boule. Allez, le violent coup de boule de Samoa Joe sur Roman Reigns. C'est le passage à tabac, on tente le coquina clutch, mais c'est esquivé, c'est contré. Superman punch de Roman Reigns. Joe bat en retraite. Et ce soir, on aura carrément Samoa Joe contre Roman Reigns. On nous apprend que c'est booké pour un peu plus tard dans la soirée. On pense que c'est le main event, mais en fait, non, ce sera en cours de show. Donc ça commence fort ce match. Il y a quelques interviews entre temps de Samoa Joe, quelques packages vidéo où on le voit discuter contre Lesnar. Donc concours de coups de bélier. Des coups de coude, des jabs, la spécialité de Samoa Joe. On va à l'extérieur. Joe prend l'avantage après un écrasement contre le poteau, enchaîné avec une swanton, tout ça à l'extérieur du ring. Après une période de domination, un Bigfoot permet à Reigns de reprendre le contrôle pour un compte de 2. On charge le Superman Punch. Joe se retire à l'extérieur du ring. Il se mange quand même un basement dropkick. Reigns vient de chercher à l'extérieur du ring. Superman Punch contré par une combinaison Atomic Drop, Running Bigfoot, Swanton de Samoa Joe. Yurinagi contré, Superman Punch, compte de 2. Inspiré tenté par Reigns qui est contré par un coup de pied. Yurinagi, cette fois ça passe, compte de 2. Tente le coquina clutch, c'est renversé. Spear sur Joe. Joe est sauvé par le pied dans les cordes. Et là, une sirène se fait entendre, une sirène retentit, un bruit. On se dit que c'est peut-être Kalisto. Hein, mais en fait, non. C'est une ambulance qui rentre en marche arrière dans les studios, dans les garages. Qui sort de l'ambulance? Je vous le donne en mille. Braun Strowman. L'incroyable Braun Strowman. Ça suffit à perturber Roman Reigns, qui se fait prendre dans le coquina clutch, un violent coquina clutch. Il ne tape pas, il s'évanouit. Victoire de Samoa Joe. Donc, on se retrouve avec Roman Reigns qui se réveille tout doucement du coquina clutch. Strowman arrive au ring. I'm not finished with you. Je te l'avais dit. Il le prend, il lui fait son chokeslam inversé et il lui lance le défi. On se voit à Great Balls of Fire. Et je crois que c'est un ambulance match. Il a dit. Il a dit un truc à la fin que j'ai pas trop compris, c'est ça, un ambulance match. Donc voilà, retour de la rivalité Strowman-Reigns, un gros match Samoa Joe, Roman Reigns. Qu'est-ce que t'as pensé de tout ça? Applaudissements, chapeau. C'est très bien, c'est tout est très bien. Tout est très bien, c'est incroyable. Il y a quelqu'un qui a compris comment booker Reigns là, ce soir-là. C'était parfait. C'était un promo d'intro. J'ai beaucoup aimé la promo qu'il a fait au début, parce que enfin Reigns est conscient du personnage, de ce qu'il fait et du rôle qu'il a dans la compagnie. C'est-à-dire que c'est le mec imbattable, c'est le mec un petit peu arrogant. Un peu beaucoup même. Même beaucoup. Mais cette fois-ci, il l'assume. Il essaie pas de faire le gentil ou quoi que ce soit. Il assume qu'il est arrogant, qu'il est imbattable, que c'est lui qui book, c'est lui qui décide. Et du coup, toutes ces fois, la WWE devrait prendre vraiment devrait noter des choses sur ce Raw, parce que voilà un catcheur qui explique pourquoi il est pourquoi il fait ses matchs, pourquoi il est tout le temps soi-disant privilégié, ou du moins qu'il a tout le temps sa place, etc. Tout simplement, il dit c'est moi qui fais les règles, point barre, et on le croit parce que justement on a je sais pas combien de fois des preuves, etc. Et sous-entendu, j'ai l'autorité dans ma poche. Donc du coup, même s'il le dit pas,
c'est quand même ce qu'on a aussi en tête. Et ça veut pas non plus dire qu'il est purement heel, quoi. Mais donc voilà, il est comme on dit twinner, même si enfin chacun a sa définition de twinner, mais voilà. Et Joe a été conservé sans que ça soit ridicule, parce que c'était pas une simple distraction, c'était Strowman qui revient de façon totalement caricaturale et géniale en même temps. C'est-à-dire que la vision, franchement, si vous avez pas vu ce Raw, au moins, je pense que le clip est sur le YouTube de la WWE. Au moins, regardez l'arrivée de Strowman parce que c'est juste. C'est-à-dire, on voit juste l'arrière d'une ambulance et les portes qui s'ouvrent et Strowman qui est en habit pour catcher, qui est en totale forme. Enfin, on sait que c'est débile et c'est génial en même temps. Et ça fait son effet. Hein. Et donc voilà, la coquina clutch toujours préservée, toujours mettre ça met toujours dans le coma tous les gens qui la subissent. Et ensuite, Strowman qui arrive, qui dit j'en ai pas fini, ce qui est devenu finalement son gimmick, j'en ai jamais fini, il en a jamais fini. Est-ce qu'ils avaient déjà eu un ambulance match? Si, il me semble. Ou pas? Est-ce qu'ils avaient déjà eu... Non, c'était le match qui aurait dû avoir lieu et qui a été annulé parce que oui, d'accord. Strowman était blessé. Mais donc du coup, voilà, là, c'est pile dans la thématique. Le mec sort de son ambulance. On est dans l'imagerie, oui. Donc voilà, il a fait sa rééducation. Il a fait toute sa rééducation aux urgences. Hein. Il est reparti des urgences. S'entraîner en soulevant des ambulances. Donc voilà. De là. Et voilà, il met le défi à Roman Reigns. C'est cohérent, j'aime bien le dire. Et puis ça libère Joe et ça préserve. Moi, j'avais très peur au début du show avec ce Samoa Joe Roman Reigns parce que ça pouvait faire des choses qu'ils ont déjà faites auparavant, c'est-à-dire diminuer l'aura d'un first contender pour le prétexte qu'il est contre un mec qui est censé être imbattable. Donc là ouais, c'est génial. On a tous envie de revoir Roman Reigns contre Strowman. Donc on veut cette ambulance match qu'on nous a promis. Écoutez, Roman Reigns contre Strowman, Samoa Joe contre Brock Lesnar. Vous demandez quoi là, hein? Ça va. C'est costaud là. Mais par contre, t'as aucun vrai babyface, aucun vrai heel. Hein. Les mecs, c'est que des matchs de twinner, hein, comme on dit. Après, est-ce que finalement ils vont réaliser que c'est impossible maintenant de faire un babyface? Moi, je trouve que ça a vachement bien fonctionné au Money in the Bank, le match entre Orton et Jinder Mahal, où t'avais là pour le coup. Mais alors. Ça fonctionne parce que Orton il est dans sa ville. Ça va peut-être pas fonctionner ailleurs. C'est pas non plus le top babyface Randy Orton. Hein, c'est aussi en tendance twinner lui. Mais comme là dans la ville, c'était vraiment le babyface pour la soirée. Du coup ça a mis le feu au public. Ça a fonctionné de manière assez spectaculaire. En plus, ce qui aide, c'est que Jinder il est un peu. Enfin, voilà, vous savez. C'est voilà. Il est barbu. Il est un peu canadien. Voilà, il est canadien. Ouais, et donc je sais pas si on pourra avoir ce type de foule électrisée sur ces matchs-là parce que ça va être super partagé. T'en auras qui seront pour Lesnar, il y en a qui seront pour Joe. Pareil, Reigns, les enfants, les femmes seront pour Reigns et les hommes seront pour Braun Strowman. Donc c'est des belles affiches en espérant que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner. Mais ça je suis pas sûr parce que voilà, quand on veut pas aller dans l'opposition heel face, on se met un petit handicap. Mais ça marche à NXT, hein. Je veux dire, tout le monde à NXT, il y a beaucoup de matchs où les gens aiment les deux, hein, les deux catcheurs et tout ça. Ouais, mais tu vois, ils ont quand même monté, par exemple, les Authors of Pain. C'est des vrais heels qui sont détestés. Quand ils gagnent, ils se font huer. Il y a personne qui chante Authors of Pain, You Deserve It ou des trucs comme ça. Et Bobby Roode, tout le monde l'adore aussi.
Bobby Roode, tout le monde l'adore, mais tu vois, les matchs de main event de NXT, c'est pas les matchs qui fonctionnent le mieux dans les takeovers. C'est souvent en demi-teinte. Ouais. Mais voilà, mais c'est la vieille recette heel-face qu'ils ne veulent pas utiliser à la WWE. Donc, bon, ça donne quand même des bons moments de weekly comme on a eu cette semaine. Voilà, alors on espère que tout ça va se concrétiser par de très beaux matchs, mais ils en sont capables, hein, les loulous. Allez, on va s'attaquer au mystère qui nous tourmentait depuis des semaines et des semaines. Qui attaque la Team Soft? Qui attaque Enzo et Cass dans les vestiaires? Est-ce que c'est The Revival, les anciens champions par équipe de NXT qu'on a vu une semaine à Raw et que tout le monde a oublié? Est-ce que c'est le Big Show, le très retraité, qui a envie de casser des têtes pour son dernier run à la WWE? Est-ce que c'est Kalisto? On sait pas. Est-ce que ça peut être Bayley aussi? Kalisto dans la cuisine avec la poubelle. Avec la poubelle. Kurt Angle mène l'enquête. Corey Graves vient l'assister, c'est son petit Dr. Watson. Donc il réunit dans un premier temps Enzo et Cass, il leur dit que on va tirer tout ça au clair ce soir. Corey Graves va encore quitter la table des commentateurs à un moment donné pour entrer en investigation. Il va expliquer que il soutient Kurt Angle, que Kurt Angle est le meilleur general manager de tous les temps. Il fait une petite annonce comme ça à un moment donné, après s'être entretenu avec Kurt en lui disant qu'il pourrait être d'une sacrée dette dans cette histoire parce qu'il a des infos. Il a reçu les mêmes textos qu'a reçu Kurt Angle, ces mystérieux textos qui mettent Kurt Angle dans tous ses états. Et donc le segment final, on se retrouve avec Kurt Angle au milieu du ring. Il fait venir Enzo et Cass, puis il fait venir The Revival, puis il fait venir le Big Show. On demande des explications au Big Show pour commencer. Big Show qui se vexe, il dit mais Kurt Angle, depuis tant que tu me connais, tu sais très bien que si j'ai quelque chose à dire, je viens le dire en face, et puis ça me gênera pas de venir le dire à Big Cass, là, me regarde pas comme ça, Genou, parce que tu vas t'en prendre une dans la gueule, voilà, t'as les yeux un peu plus gros que le ventre, il est pas content, il dit je vous emmerde, je me casse. Donc bon, là on se doute que c'est pas le Big Show dans cette histoire. On discute un peu avec le Revival. Alors Scott Dawson il dit c'est pas nous, pour cette fois on est innocent, ça fait 4 semaines qu'on nous embête avec cette histoire, tout le monde sait bien qu'on n'est pas les fautifs. Et là Corey Graves intervient et il met en doute cette fois les dires de Big Cass, qui avait donné un résumé de l'histoire en disant qu'il avait reçu un énorme coup derrière la tête. Voilà, Corey Graves nous explique qu'il a discuté avec les infirmiers, qu'ils n'ont jamais examiné Big Cass, que tout ça est bien mystérieux, qu'il a été catché aussi une semaine alors qu'il s'était fait attaquer le soir même. Eh bien, Cass finit par craquer. Et il dit ouais, c'est vrai, c'est moi le coupable. Non, il y a quand même la vidéo avant. Ah ouais, c'est vrai. Il y a quand même la vidéo qui prouve. Il y a quand même une vidéo. Voilà, il y a une vidéo où on voit Cass qui s'allonge par terre, tout seul. Voilà, il met en scène son agression d'il y a quelques semaines. C'est une preuve irréfutable en fait. Donc voilà, c'est pour ça que Big Cass. Il y a un jeu d'acteur qui fait. C'était Vince McMahon qui dit que je sais plus quel rôle il jouait, Vince McMahon. C'était une espèce d'entité. Est-ce que c'était pas Dieu, mais je sais plus quoi. Et le moment où il se révèle, Vince McMahon, c'est devenu un mème, ou voire un gif qui tourne beaucoup. Il fait It was me, Austin. It was me all along. Voilà, c'est à peu près la même chose. C'est assez exceptionnel dans la mise en scène. Voilà, donc Big Cass qui explose. Il dit voilà, je supporte plus d'être le coéquipier d'Enzo. Tout le monde déteste Enzo backstage. Maintenant, il en avait marre. Il voulait le voir souffrir. Alors il a mis toute cette mise en scène, il a fait des pistes de ci de là pour tester un petit peu l'intelligence de Enzo, et il s'est rendu compte que c'est vraiment définitivement, il est trop con ce Enzo. Il est encore plus con qu'il en a l'air. Qu'il look, qu'il le regarde. Exactement. Voilà, Big Cass dit que c'est lui la star. Il a bouffé de la merde depuis trop longtemps, en étant à côté d'Enzo, à traîner son boulet là, même depuis NXT, depuis toutes ces années. Donc voilà, ce soir c'est fini entre eux et ils concluent leur amitié avec un Bigfoot dans la face d'Enzo qui bump comme un porc, il se fait exploser la tête. Voilà, c'est la fin d'une équipe, la fin d'une amitié. Big Cass, Enzo, la rupture.
t'as été convaincu par tout ce segment, tout ce fil rouge qui nous a traîné à la patte depuis des semaines? Le passage avec Corey Graves, en fait, le segment il est devenu bien à partir du moment où ils ont laissé le micro à Big Cass et qu'il était en train de cracher sur Enzo. Et Enzo qui sait pleurer sur commande. Parce que si on regarde bien le segment, en fait, il pleure enfin, je suis persuadé que c'est des vraies larmes. Et donc du coup, ouais non, c'était vraiment un très bon segment. Il s'est un petit peu trop répété, Big Cass. Souvent, il répétait la même phrase où il disait t'as été mon boulet pendant tant d'années. Mais et tout ce qu'il disait était plutôt vrai aussi. Donc donc ça donnait encore plus de force au segment sans le rendre non plus babyface. C'est ça qui est bien, c'est-à-dire que ce qu'il dit est vrai, ce qui n'empêche pas que ce qu'il fait est totalement méchant, je veux dire, est totalement répréhensible. Mais donc voilà, je suis vachement intrigué de voir ce qu'ils vont faire par la suite. S'ils ont fait ce segment, c'est qu'ils ont un plan pour Enzo. Donc qu'est-ce que c'est le plan pour Enzo? Par contre, personne peut deviner ça. C'est alors le futur, qu'est-ce qu'il détient pour les deux, hormis un affrontement Est-ce que Enzo rejoint la Tectus Brand? Alors Cruiserweight Championship. Ouais, je sais pas s'il peut vraiment faire sa place. Est-ce qu'il va faire des matchs de guignol comme certains, enfin guignol. Je veux dire des matchs où on est là juste pour faire des matchs et on touchera jamais la ceinture de notre vie. Il serait bien mieux en manager. Le truc c'est qu'il faut arriver à relier ça à quelqu'un qui a besoin d'un manager. L'embêtant c'est qu'on a déjà une storyline avec quelqu'un qui avait besoin d'un manager, c'est Apollo Crews et il en a un. Donc faut trouver autre chose. Je trouve ça bien. Je trouve que ils auraient pu faire mieux avec Enzo et Cass. Ils auraient pu faire vraiment mieux. Là maintenant, les gens, ça s'est essoufflé. Et il faut autre chose. Donc voilà, tant mieux. Je pense même que Enzo techniquement a plus de chances de conserver son aura que Big Cass. Si le mettent en manager. Mais donc ouais, voilà. Big Cass, je suis pas sûr que ça fasse grand chose en solo. Ça va être difficile pour lui. Big Cass, le truc c'est que en solo, il va plus avoir son gimmick. Il va plus. Et ses seuls avantages, c'est sa taille ouais, non, c'est juste sa corpulence, sa taille qui c'est le mec. Je pense que c'est le mec le plus grand de la division avec Big Show. Même il Strowman, est plus ouais, Strowman, il est plus grand que Roman Reigns, il est plus grand que pourtant Roman Reigns, je sais pas, il doit faire un 90, un truc comme ça. Donc ouais, faut espérer qu'à la sortie de ça, Enzo lui peut conserver son personnage. Par contre, Cass, il faut lui changer d'attirail, de look, il faut qu'il y ait un package. Parce que ça va pas marcher tel quel sans son gimmick. Mais surtout s'il est pas apprécié de la foule, qui s'est mis la foule à dos maintenant. Voilà. Mais après, enfin, il est censé, du coup maintenant, il est sur une trajectoire heel, donc c'est normal. Mais je suis intéressé. Je trouve que ça a été plutôt bien fait. C'était pas exceptionnel parce que justement la construction jusqu'à ce moment-là était pas exceptionnelle. Ça aurait pu être mieux fait, mais bon, ils ont voulu en faire un mystère. Par contre, le truc de Corey Graves qui se tire de la table des commentateurs et qui parle avec Kurt Angle et tout ça, je pense que il y a une autre storyline à côté. Donc il y a autre chose qui concerne plus l'autorité. On pense tous que c'est à propos de Stephanie et Triple H. Ils vont sûrement commencer à en parler ou à donner des indices la semaine prochaine, vu que c'est terminé là.
Ouais, ils sont débarrassés d'une des deux intrigues, on va se concentrer, je pense, effectivement. Mais c'était bien. Histoire de General Manager, mais c'était plutôt pas mal. On n'est pas sur un sans faute, mais plutôt réussi. Et quel joli Bigfoot en fin de show. Voilà, on a fait le tour de cette émission. On va s'attaquer au mot de la fin. Le top, le flop, la note. Allez, bon, Hank, vas-y, comme un grand. Et bah comme je te le racontais juste avant ce podcast, je croyais avoir vu Raw en entier. En fait, j'en avais vu que les 2/3. Je ne dirais pas pourquoi, mais donc voilà. Donc en fait, j'ai vu cette dernière partie avec le Miz et la révélation Big Cass et tout ça. Et c'était un nouveau moment que j'ai trouvé vraiment important. Et finalement, en fait, je vais donner une note qui est presque basée sur l'importance de ce Raw, plus que pour la qualité du Raw. Donc je vais lui mettre un 4, carrément. Un 4, je vais lui mettre un 4 bon parce que... c'est bien payé. Et donc j'ai pas donné mon meilleur moment. Meilleur moment... Faudrait se départager sur Reigns Strowman parce que ça va être allez, je vais être gentil, je vais prendre la promo de Reigns et comme ça tu prendras l'arrivée de Strowman. Voilà, super. Donc, voilà, la promo de Reigns au début de show, on a l'impression qu'ils ont compris le personnage. Est-ce que ça va être encore une arnaque comme ce qu'ils avaient fait au retour de Mania où il avait sorti 3 mots, je sais plus ce qu'il avait dit, mais genre il avait attendu 10 minutes debout pour sortir 3 mots et c'était magnifique. Et après ils ont complètement oublié ce personnage, ils sont revenus au Reigns chiant. Donc voilà, très bonne vision pour Roman Reigns et continuez là-dessus s'il vous plaît. Et mon flop, c'est les femmes. Parce que entre ça et le finish du Money in the Bank, en ce moment, je trouve pas vraiment. Il y a de la régression là chez les filles. Voilà, même si pour certains, le finish du Money in the Bank, c'était, ça promet des choses, c'est machin, etc. Je trouve que quand même, on n'a pas, il pourrait y avoir un meilleur traitement des femmes dans les deux divisions ces derniers temps. Et c'est dommage parce qu'on pensait avoir passé un cap et ça patauge. Ça patauge beaucoup. Si on rajoute en plus Lana dans le championship à SmackDown, c'est chaud quand même. Hein. Ouais. Ok. Bon, moi, comme tu as dit, le top, je vais le donner à Strowman, l'arrivée de Strowman dans son ambulance. Beau Dallas et Curtis Axel qui se joignent au Miz, j'ai trouvé ça sympa aussi. Le flop, je vais le donner à Rollins et Wyatt qui ont fait un segment qui était, enfin c'est pas leur faute encore une fois, mais c'était soporifique. Il faut vraiment changer d'axe avec ces deux-là, parce que c'est trop ennuyeux quand ils font des segments. Et ma note, je vais mettre 3,5. C'est un peu plus méchant que toi. C'était effectivement 2-3. Il y a des intrigues qui ont bien avancé, c'est quasiment conclu. Là, on a eu des grosses révélations, on a eu des gros retours. Voilà, ça, c'est sympa, c'est divertissant, c'est ce qu'on veut voir dans les weekly. Moi, c'est juste pour terminer, je sais pas si je l'ai dit, mais vraiment le truc pour lequel je mets 4, c'est surtout parce que il y a un très bon booking de Reigns, un très bon booking donc de Joe et un très bon une vraiment bonne séparation de Enzo et Cass qui promet des choses pour l'avenir, donc du coup un Raw qui m'excite pour le prochain. Donc voilà, généralement ça donne au moins un demi-point quand le Raw me donne vraiment envie de voir le prochain. C'est ça, donc, voilà. C'est pas faux, parce que la semaine dernière c'était assez calamitique. Voilà, on a fait le show, on a fait le tour du show, pardon. C'est l'heure de l'autopromo. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la chaîne des Cahiers du Catch, sur iTunes, sur PodCloud. On est aussi sur Twitter, Catch Up CDC. On est aussi sur Facebook, Catch Up CDC. Venez sur le site des Cahiers du Catch. Venez sur le forum, venez discuter. Hank, je te remercie beaucoup d'être venu. Ouais. Merci d'avoir réalisé cette émission. N'oubliez pas, si la vidéo marche, je suis en train de vous montrer, mettez des likes en dessous ou des commentaires par là-bas et abonnez-vous, c'est gratos. Peut-être que l'image sera inversée et je suis en train de faire n'importe quoi. Donc voilà et non mais franchement, là, il y a plein de choses à commenter. Donc n'hésitez pas.
votre booking, Great Balls of Fire ou grosse couille de feu comme j'aime l'appeler, s'annonce vraiment excitant. Voilà. Puis dites-nous, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de John Cena là, qui est un free agent? On va peut-être le revoir à Raw. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Dites-nous. Dites-nous tout. Bon, bah voilà, c'est terminé. Encore une fois, je te remercie. Ouais. Et puis, les amis, je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Ciao, ciao.